Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes en ligne et bonjour Florence, Adrien et Mickaël, nos intervenants du jour. J'espère que Hello. vous avez la forme. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Impeccable, merci. Parfait. Est-ce que dans le chat, vous pourriez nous faire un petit coucou pour nous dire, alors je pense que ça marche bien techniquement, donc ça de ce côté-là ça va, mais simplement pour nous dire d'où vous êtes en France et quelle est votre activité. C'est toujours intéressant d'avoir un retour sur les personnes qu'on a en face de nous et de pouvoir adapter aussi ce qu'on raconte en fonction de qui vous êtes. Et puis moi, pendant ce temps, je vais attaquer tranquillement. Je vois qu'il y a quelques noms connus dans le chat et puis d'autres, je sais que vous êtes nombreux pour qui c'est la première fois sur un événement Folie Web. Je vais juste vous dire deux mots sur déjà le programme de cette semaine Cap ou pas Cap, où on est parti et vous êtes dans la première session sur 5, vous voyez le programme sous les yeux. On a décidé de faire un événement d'une semaine à destination des dirigeants audacieux pour vous permettre de franchir un cap. On a des super intervenants, on a 5 webinaires si vous n'êtes pas inscrit à tous les événements, je vous incite à le faire, ça va être hyper intéressant. On a passé pas mal de temps à peaufiner tout ça et ça va être chouette. Vous voyez le programme sous vos yeux et je vais vous partager dans le chat le lien sur Cap ou pas Cap si vous l'avez plus. Et puis simplement pour très brièvement vous dire deux mots de Folie Web et de pourquoi finalement on est en mesure de proposer ces événements. Folie Web, nous, notre enjeu, c'est de vous aider à réussir globalement en vous saisissant de ce que le numérique peut vous apporter au bénéfice de votre activité, que ce soit pour trouver, pour fidéliser des clients ou pour gagner en efficacité. Et on organise des événements gratuits toute l'année à destination des petites entreprises pour vous aider à réussir. Et on nous pose souvent la question de se dire comment vous financez tout ça globalement et qu'est-ce qui permet de faire tout ça. Et en fait, on a deux partenaires co-organisateurs depuis bien longtemps maintenant. Je crois qu'on en est à notre 9e année. Et le premier partenaire, vous l'avez sous les yeux, c'est le .fr. C'est l'extension Internet française qui est gérée par l'AFNIC, par l'AFNIC, une asso à but non lucratif. Et la mission de l'AFNIC, c'est de vous aider à chaque étape de votre présence en ligne. Avec un programme qui s'appelle Réussir en .fr pour choisir votre nom de domaine, c'est-à-dire le nom de votre site internet, pour créer un site web, pour améliorer votre visibilité. Et il y a plein de ressources qui vous permettent de faire les bons choix numériques. Et pareil, dans le chat, je vous partagerai des conseils, des astuces et un outil d'autodiagnostic. Donc, vous voyez beaucoup de ressources qui sont disponibles, qui sont gratuites. Et on vous partagera tout ça. Et puis, le deuxième partenaire co-organisateur, c'est NeoCamino. Adrien est présent, je te laisserai te présenter juste après, mais NeoCamino, c'est une solution d'accompagnement et de développement pour aider les petites entreprises à réussir durablement avec le numérique. Et leur mission, c'est de rendre accessible et efficace le marketing digital avec un accompagnement personnalisé. Donc, ça va vous aider à définir un plan d'action personnalisé et puis aller jusqu'à la mise en place d'actions concrètes comme le référencement naturel, la pub digitale, la création de votre site, gestion de votre CRM, etc. etc. Plein de belles choses. Et puis, vous voyez un logiciel marketing tout en un qui vous permet de mettre tout ça en action. Vous le verrez, il y a un petit questionnaire de satisfaction qui vous permettra de prendre rendez-vous avec eux si vous le souhaitez. C'est gratuit et sans engagement. Voilà. On a aussi d'autres acteurs, je vais passer assez vite, mais cet événement, il est aussi financé dans le cadre d'un appel à projet, ça s'appelle les formations France Num, c'est jusqu'à fin juin 2025, et il y a plein de webinaires et d'accompagnements qui sont mis en place gratuitement pour les TPE. Donc vous voyez plein d'acteurs qui sont là pour vous aider à réussir en vous saisissant de l'opportunité numérique. Avant de laisser la parole à Florence, Adrien et Mickaël, juste 2 ou 3 petites règles. On nous pose souvent la question, mais là, l'idée, c'est que vous repartiez
avec les réponses aux questions que vous vous posez. Et pour ça, vous avez un onglet qui est en bas à droite de votre écran. Il s'appelle Questions, il porte bien son nom. Et vous allez à la fois pouvoir poser vos questions et puis aussi voter pour les questions qui vous paraissent les plus intéressantes. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil pour pouvoir justement voter pour ces questions-là. Et nous, ça nous permet de les avoir toutes au même endroit et on prendra un bon moment pour répondre à vos questions tout à l'heure. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, on va faire passer un questionnaire de satisfaction. Ça nous permet nous-mêmes de nous améliorer. Cap ou pas Cap, c'est la première édition et du coup, d'avoir votre retour sur ce que vous en pensez, c'est super important pour nous. Et puis, ça vous donne accès à tout un tas de bons plans. Et puis, pour finir, ça vous donne accès à un récap de Cap ou pas Cap de toute la semaine, globalement, qu'on fera suivre à toutes les personnes qui ont rempli le questionnaire. Voilà, et puis, que vous dire d'autre? Oui, le replay, il sera disponible. Ça, c'est hyper simple. Pour à peu près 1 minute après que cet événement soit fini, vous pourrez avoir accès au replay. Donc, si vous vous dites: «Ah, c'était hyper intéressant ce point-là, mais j'aimerais bien reprendre un petit peu de temps pour tout comprendre», et ben, ça sera possible. Et puis, le dernier point, c'est vraiment que voilà, Florence, Adrien et Michael, ils vont vous donner tout un tas de bonnes pratiques. Ils vont vous mentionner potentiellement des méthodes, des outils, des cas concrets. Et ben, saisissez-vous de tout ça pour passer à l'action et de mettre en place des actions concrètes. Voilà, j'en ai fini avec cette petite intro. Ce que je vous propose, on va commencer par toi, Florence. C'est peut-être de faire un rapide tour de table. Qui êtes-vous et qui es-tu, Florence? Je te laisse nous dire un mot, puis moi je coupe, hop, puisqu'on a dit que c'était sans slide. Voilà, on ressemble à ça en vrai, en plus grand. Et bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous trois en visio et avec vous tous dans le chat. Donc, je m'appelle Florence, je travaille dans l'équipe marketing de Zoho. Si jamais il y en a qui connaissent dans le chat, je suis aussi preneuse de savoir quels outils vous utilisez. Nous, en fait, on a développé une cinquantaine de logiciels disponibles sur le cloud pour vous permettre de gérer l'intégralité de votre entreprise. Donc généralement, notre outil d'entrée, ça va être un CRM. Mais à côté de ça, on a également des outils de marketing, de RH, de finance et plein d'autres choses, qui vous permettent en fait vraiment d'avoir, une data unifiée. Je sais qu'on va pas mal en parler, pendant cette heure, ensemble et voilà, on est une entreprise qui compte 100 millions d'utilisateurs dans le monde et 10 000 clients en France et on a, 30 ans, cette année. Voilà. Ok, bon anniversaire à vous. Oui. Michael, je te laisse enchaîner. Ouais, bien sûr, j'étais justement en train de regarder le chat, c'est hyper intéressant de voir que tout le monde vient, la France entière est représentée, il y a même la Réunion, on a tout le monde, et je vois des secteurs d'activité très variés, donc c'est hyper intéressant. Nous, ça nous parle, parce que donc Michael Decroc, je suis responsable commercial des produits digitaux chez BPI France sur les financements TPE-PME. Et c'est vrai qu'on a le plaisir d'accompagner quasiment quotidiennement des dirigeants qui, comme vous, cherchent à structurer leur croissance, à passer un cap stratégique. Peut-être, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec BPI France, en 1 minute, de rappeler la mission de BPI France, donc la Banque publique d'investissement. C'est de soutenir les entrepreneurs à chaque étape de leur développement. Ça va de la création, l'innovation, l'international, en passant bien sûr par la croissance, une des raisons pour lesquelles on est là ensemble aujourd'hui. Et très souvent, notre directeur général, Nicolas Dufour, qui aime bien prendre une métaphore montagnarde de l'alpinisme. Et en fait, passer de 1 à 3 millions, c'est un peu comme gravir une montagne. Les premiers mètres sont très souvent instinctifs, mais ensuite, faut s'équiper, faut prendre la bonne voie, faut s'entourer, anticiper les conditions. Et BPI France, ça va être votre guide de haute montagne. On va pas monter à votre place, mais on va vous sécuriser, vous conseiller et faire en sorte de vous donner les bons outils pour atteindre le sommet. Ok, top. Adrien, pour compléter. Bonjour à tous. Et donc, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, il a déjà présenté un peu Neo Camino, mais je suis là aujourd'hui pour témoigner du parcours que j'ai pu avoir et des étapes qu'on a pu passer chez Neo Camino, de la création de l'entreprise il y a une douzaine d'années jusqu'à les différents caps de chiffre d'affaires. On est une quarantaine aujourd'hui, basée à Lyon de notre côté. Donc Neo Camino, comme il a dit, on est spécialisé dans le conseil digital et on a un produit phare et une offre phare autour de la stratégie digitale où on a pu accompagner plusieurs milliers de PME sur ce sujet-là et développer vraiment une forte expertise. Et ça m'a permis aussi de découvrir plein de choses et de me donner envie d'entreprendre aussi d'autres projets qu'on fait aujourd'hui sur
des agences digitales, une solution CRM aussi, et différents autres projets. Ok, top. Et ben on est parti. Le premier point, c'est de se dire que, en fait, passer le cap de 1 à 3 millions, on attaque la semaine avec d'entrée de jeu un sujet bien chaud. C'est excitant, mais c'est aussi assez challengeant parce qu'on va le voir, mais on doit structurer, prendre des décisions importantes, etc., etc. J'avais envie de vous poser la question en premier, de vous dire qu'est-ce que ça implique finalement quand on est dirigeant de passer de 1 à 3 millions? Qu'est-ce que ça change? Florence, par exemple, si tu veux attaquer. Oui, nous, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'en effet, lorsqu'une entreprise passe de 1 à 3 millions, généralement, il y a un gérant qui, pour 1 million, a une connaissance quasi totale de son entreprise. Il a une vue vraiment complète, il sait, presque, tout faire ou en tout cas, il a appris à tout gérer et lorsqu'on passe à 3 millions, on fait fois 3, donc ça va être compliqué d'avoir la même mainmise, la même emprise sur tous les différents secteurs de l'entreprise. Parce qu'il y a que 24 heures dans la journée et je pense que tous dans le chat, vous savez qu'on court un peu toujours après le temps et donc il va falloir apprendre à déléguer, il va falloir apprendre à parfois gagner en efficacité, en performance sur certains, nouveaux sujets qu'on traitait déjà, mais également des nouveaux, sujets qui vont rentrer en jeu, que ça soit peut-être une plus grande équipe RH, des nouveaux outils qu'il va falloir mettre en place, un suivi beaucoup plus dynamique, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment, en tant que dirigeant, puisque c'est aujourd'hui à vous qu'on s'adresse dans ce cap ou pas cap, il y a vraiment une grande étape entre 1 et 3 millions. Ok. Adrien, toi, tu t'y retrouves dans ce que dit Florence? Ouais, tout à fait. Je suis 100% d'accord avec ça. Alors, je vois des posts LinkedIn de gens qui font 3 millions, 5 millions avec un salarié aujourd'hui, mais c'est pas la majorité, et c'est très exceptionnel. Donc, souvent, il faut du monde, il faut des équipes, il faut les animer. Et je pense que mon expérience, c'est qu'à 1 million, il y a cette casquette un peu encore d'artisan. On est encore en train de faire les mains dans le cambouis, à être capable et savoir tout faire dans l'entreprise. Peut-être à 3 millions, on est cette casquette de dirigeant qu'il faut développer. C'est une nouvelle posture à développer en tant que dirigeant. Et avec cette posture-là, potentiellement, on a des gens dans l'équipe qui sont plus forts que nous pour faire une chose ou une autre. Et c'est plus difficile et puis pas souhaitable pour l'entreprise d'être au four et au moulin. Voilà, moins de vouloir faire un burn-out ou se cramer complètement, quoi. Ça marche. Et on va revenir sur certains des points que vous évoquiez là pour finir sur cette première question. Mickaël, toi, tu avais sur cette question, qu'est-ce que ça implique quand on est dirigeant? Qu'est-ce que ça moi, je rejoins évidemment Florence et Adrien sur les enjeux de structuration d'équipe, les enjeux de process et d'organisation. C'est clair que c'est un changement d'échelle, un changement d'échelle, le passage de 1 à 3 millions. J'ai un dirigeant qu'une fois qui m'avait dit c'est un peu le sentiment d'être à la croisée des chemins, soit je reste petit, soit je grandis, mais ça sera plus jamais pareil. Donc c'est comme s'il y avait vraiment 2 chemins différents. Évidemment, avec la casquette BPI France, nous, ça implique forcément un besoin de financement derrière ce changement d'échelle, augmentation de BFR, puisque derrière, besoin de plus de clients, ça peut être plus de stock, ça peut être aussi des délais de paiement qui, on le sait, fluctuent un petit peu. Le BFR pour investir également dans, c'est-à-dire produire plus ou produire mieux, avoir des nouveaux locaux, une nouvelle machine, certains outils digitaux. Et tu m'as dit, Sébastien, que des exemples étaient assez parlants. Donc peut-être aborder directement un exemple, mais moi j'ai 2 clients qu'on a accompagnés récemment. Un dans le secteur du BTP, une entreprise de rénovation en région lyonnaise qui a dépassé 1 million de chiffre d'affaires en s'appuyant sur un bon réseau d'artisans il y a environ 2 ans. Là, le dirigeant passe à 2 millions. Donc, il a dû recruter un conducteur de travaux et un chargé d'affaires pour garder la qualité et répondre à un maximum de demandes. Et aujourd'hui, il a beaucoup moins de difficultés à déléguer ses devis, à suivre ses chantiers. Et donc, ça fait en sorte qu'il arrive à maintenir sa croissance. Je pense que c'est un bon exemple et je pourrais en donner d'autres après sur d'autres implications. Et est-ce que justement, comment on fait pour choisir ce qu'on doit déléguer parce que Adrien, toi tu disais au bout d'un moment il faut déléguer et je te rejoins complètement là-dessus. Mais comment on fait pour choisir, pour savoir quoi déléguer pour maximiser l'efficacité de son équipe? Florence par exemple.
Je pense qu'au bout d'un moment, on commence un peu à se connaître. On a déjà essayé pas mal de choses avant d'arriver à 1 million. On voit qu'il y a des choses sur lesquelles on est bon, d'autres choses sur lesquelles on va être moins bon, des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas du tout. Et Mmh. en fait, il va falloir évidemment comprendre tout ce qui se passe dans son entreprise, mais il faut aussi être assez à même de connaître ses forces et ses faiblesses et se dire: «OK, je sais pas, mais par exemple, le marketing, moi, je suis totalement incapable de le faire». Bon, moi, ça va puisque c'est mon métier, mais pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être un peu plus compliqué Mmh. et je vais peut-être avoir besoin, de faire appel à une agence, comme Neocamino ou autre. Mais en fait, il y a vraiment un moment où il faut être assez lucide et assez clairvoyant sur ce qu'on fait et ce qu'on n'aime pas faire. Il y a aussi toute une partie management. Je pense que dans l'exemple de Michael, c'est très bien dit parce qu'il y a parfois des nouveaux métiers avec lesquels on va devoir rentrer en interaction et même incorporer à ces équipes. Mmh. Et c'est des métiers parfois qu'on ne connaît pas, donc il y a vraiment il va vraiment falloir développer ses connaissances à la fois techniques, à la fois sur la gestion de l'entreprise et surtout arriver à faire confiance à ses équipes. C'est quelque chose, bah voilà, Adrien en parlait des personnes qui arrivent à faire 5 millions seules. Le jour où en fait il va y avoir 1, 2 ou même 5 personnes ou 10 qui vont rejoindre la boîte, c'est très compliqué de faire confiance, de déléguer et de pas être toujours derrière. Donc il faut savoir aussi bien s'entourer. Il y aura forcément des petits couacs, mais c'est aussi pour ça qu'on est là, tous les 4 aujourd'hui. C'est pour vous aider à faire les bonnes décisions. C'est une question sur laquelle il y a des retours parfois contradictoires. Il y a certaines personnes qui vont dire il faut avant de déléguer quelque chose, il faut d'abord le faire et savoir le faire. Et donc quand on cherche à déléguer, c'est par exemple quelqu'un qui n'aime pas faire le commercial, c'est classique souvent parce que même si on est entrepreneur, il y en a plein qui se lancent, qui n'aiment pas faire ça. Ils vont dire je vais embaucher un commercial pour faire les ventes à la place. Mais si on n'a jamais vendu ou si on n'a jamais vendu à une certaine cible ou sur une nouvelle cible, ça peut être compliqué. Voilà, mais en même temps, le faire à la place de quelqu'un dont c'est le métier et qui a l'expérience, c'est aussi compliqué et c'est aussi difficile. Ouais, donc je pense que les deux conseils, ils ont du sens, mais in fine, il faut trouver les bonnes personnes avec lesquelles travailler autour de soi. C'est peut-être le talent le plus difficile et le plus indispensable dans cette phase et pour passer ces étapes. Ouais, et puis tu vois, pour apporter un dernier point, je pense à une marque de cosmétiques naturels qu'on a accompagné il y a pas longtemps. La fondatrice, elle faisait tout de A à Z. Elle faisait la préparation des commandes, le service client, les réseaux sociaux. Et lorsqu'elle a dépassé 1,5 million de chiffre d'affaires, elle a décidé de recruter et de déléguer. Et à ce moment-là, elle a priorisé. Et sur quoi elle a priorisé? Sur l'externalisation d'un responsable marketing et de recruter son bras droit en logistique. Et c'est ce qui lui a permis de passer un vrai cap. Derrière, aujourd'hui, elle est assez optimiste sur sa croissance. On parle de croissance. Est-ce que on peut pas s'arrêter 2 secondes sur les indicateurs que vous considérez comme essentiels pour piloter une croissance rentable tant qu'à faire? Michael, tu employais le terme de BFR. Je ne sais pas si tout le monde dans le chat sait ce que c'est le BFR. Si tu dois expliquer, bien sûr. pas à des spécialistes, mais si tu devais expliquer à tes parents ce qu'est le BFR, c'est quoi? En plus, je vois, il y a Sylvie qui, en commentaire, a la bonne réponse. Effectivement, c'est le besoin en fond de roulement. Alors, pourquoi? Parce que la croissance, tout simplement, ça consomme de la trésorerie. Et bien piloter sa croissance, c'est optimiser son BFR. Autrement dit, c'est trouver de l'argent, certes pour aller plus vite, plus loin ou plus gros, mais c'est surtout sans mettre en péril l'équilibre de son entreprise. Et alors, je sais pas si on peut rentrer déjà dans les outils que BPI France met en place sur ça, mais peut-être sera dans un prochain point, Sébastien. Ouais, on aura l'occasion d'en parler juste un petit peu après, mais est-ce qu'il y a d'autres indicateurs pour toi, typiquement, Adrien, les indicateurs que tu suis en particulier? Bon, après, c'est la rentabilité de manière claire, mais je pense que la trésorerie, c'est vraiment une boîte qui grandit. Alors, après, on peut passer de 1 à 3 millions, on peut mettre du temps. Nous, on l'a fait en 3 ou 4 ans, donc ça allait très, très, très vite. Et quand on a commencé, on nous a dit, ouais, niveau trésorerie, ça va le faire. Et c'était la question. On s'est dit, ben oui, ça va le faire, pas de problème et tout. Dans le business plan, ça le faisait. Alors, en vrai, ça a été un peu plus compliqué que ça. Et c'est vrai que de manière
très clair. Quand on a l'acquisition d'un client, il faut payer le marketing, le commercial, toute la phase amont. Et ce client-là, on a beaucoup d'offres en récurrent, donc parfois il allait nous payer tous les mois pendant 12 mois, 24 mois ou très longtemps derrière. Donc quand il reste longtemps, c'est bien rentable. Mais au début, on devait sortir 100 pour acquérir le client. Et puis, s'il nous paye 10 ou 20 par mois, ça fait un besoin en trésorerie qui est important. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on avait anticipé, mais pas assez, et qui ralentit forcément une croissance. Après, c'est des bons cas de figure. Quand on en est là, c'est que le modèle il marche. Mais c'est dommage de se faire surprendre. Et je vois des entrepreneurs autour de moi qui ont un modèle qui marche super bien, mais qui se retrouvent en grande difficulté parce qu'ils n'ont pas anticipé ces questions de trésorerie. D'où l'accompagnement de BPI France. Donc, nous, on a pu bénéficier et des accompagnements financiers sont importants. Si on passe à présent au levier marketing, qu'est-ce qui... c'est quoi, alors la question est peut-être un peu naïve, mais c'est quoi les leviers marketing qui fonctionnent particulièrement bien sur un niveau de 1 à 3? J'imagine qu'une partie de la réponse, ça va être ça dépend, mais au-delà de ça dépend, est-ce que Adrien, peut-être pour enchaîner, tu peux nous... Ça dépend. Donc, après, s'il y avait un modèle, notre métier, c'est de construire des stratégies digitales en partie, donc qui sont adaptées en fonction de chaque entreprise et tout. Donc, s'il y avait qu'une solution, notre métier serait beaucoup plus simple et il serait peut-être complètement inutile même. Voilà. Mais après, je pense c'est pareil. Il y a plein de, il y a une question de déjà qu'est-ce qui a marché pour arriver jusqu'à ce million. Donc, souvent, ce qu'on va regarder, c'est ce qui a marché, il y a sans doute de la vérité à aller creuser ça pour voir comment on peut faire ce qui marche plus. Et parfois on arrive à optimiser, on arrive à trouver des gains. Et parfois, et souvent, il y a besoin d'aller trouver un nouveau canal d'acquisition, une nouvelle manière de se développer. Donc, ce qui a pu marcher à travers du réseau, l'aéroco, par les clients existants et tout, ça touche à ses limites. Et donc, il faut aller tester des choses. Et voilà, le digital aujourd'hui, forcément, ça ouvre il y a plein de possibilités, que ce soit sur des références naturelles, de la publicité, sur LinkedIn en B2B, sur Insta en B2C ou autre. Il y a plein de solutions. En tout cas, ce qu'on va chercher, je vois chez les clients qui commencent à avoir une certaine taille, c'est de ne pas dépendre d'un canal d'acquisition. On voit des entreprises qui peuvent faire de la publicité, par exemple, et se développer très vite avec. Et ça marche bien, c'est rentable, c'est super. Mais continuer à se développer et développer la dépendance en même temps, c'est aussi un risque a posteriori. Donc, c'est intéressant de diversifier un tout petit peu pour sécuriser le développement de l'entreprise. Il faut atteindre les 3 millions, après, il faut y rester. Ouais, c'est clair. Nous, c'est un truc qu'on répète beaucoup et qu'on entend beaucoup nos intervenants sur FoliWeb répéter qu'au début, il faut sans doute se concentrer son énergie sur un ou deux canaux. Et puis derrière, en effet, il y a ce sujet de pas être trop dépendant. Donc, c'est là où on va pouvoir, une fois qu'on a passé une certaine étape, diversifier, quoi. Il y a un entrepreneur qui va aider quelque chose qui va être bien intéressant à posteriori. Il disait que tant qu'on ne fait pas 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, la concurrence, c'est pas intéressant. On est rarement positionné face à de la concurrence. Alors, c'est quelqu'un qui était dans du B2B, et il répondait il trouvait des clients, il y avait des projets en face, mais il avait rarement les mêmes concurrents. Puis après une certaine taille, on commence à se retrouver systématiquement face aux mêmes entreprises, etc. Et c'est intéressant. Dans cette première phase, il faut faire selon qui le dirigeant est, qui on est dans l'entreprise. Puis au bout d'un moment, on rentre dans un marché qui est un peu plus concurrentiel, on veut se différencier, mais on peut pas ignorer les autres acteurs. Mais ce qu'on peut faire, vraiment, on peut complètement le faire dans un premier temps. Et ça demande aussi de réfléchir différemment au-delà du canal d'acquisition. C'est la manière dont on va communiquer, la perception que le client a de ce qu'on propose vis-à-vis des concurrents, etc., qui doit être beaucoup plus élaboré. Carrément. Et l'autre, un autre sujet, c'est de se dire, et vous avez commencé à le dire d'ailleurs tous les trois, c'est de se dire, quand on passe à cette étape-là, on a besoin de se structurer. Il y a ce mot qui est revenu.
c'est quoi aujourd'hui les outils, j'imagine qu'il s'agit de ça, de méthodes et d'outils que vous recommandez absolument pour optimiser vos processus internes pour justement soutenir cette croissance? Je ne sais pas qui veut attaquer, Florence peut-être? Je pense que ce qui a été dit et qui est assez important, c'est qu'en effet, on arrive à ce boom de 3 millions et donc on a gagné pas mal de clients. Mais en effet, comme disait Adrien, le problème, ça va être de les garder après, ces clients. Et comment on fait pour garder ces clients et avoir du coup une entreprise rentable sur le long terme? Il va simplement falloir les connaître. Et les connaître, pour connaître ses clients, eh bien, il faut avoir vraiment une vue d'ensemble sur son entreprise, sur les différentes étapes du parcours client, voir d'où il est venu en marketing, quel produit il a acheté, est-ce qu'après on continue à l'engager via du marketing ou même juste une partie de support client ou d'autres. Et nous, je sais que notre première recommandation, c'est vraiment d'utiliser un CRM. Alors pour ceux qui connaissent pas CRM avec ma voix cassée, mon accent américain, c'est Customer Relationship Management. En fait, c'est juste simplement un outil de gestion de la relation client, mais ça fait beaucoup plus que ça. Nous, moi, quand j'en parle, je dis généralement que c'est vraiment la colonne vertébrale de votre entreprise qui va rassembler tous les différents points de contact avec votre client, marketing, du coup, commercial et support et bien d'autres, parce que la personne de la finance va devoir faire des factures, elle va pouvoir se référencer sur le CRM. Vous pouvez également brancher toute votre partie logistique sur votre CRM et ainsi de suite. Et en fait, vous avez énormément de données sur votre entreprise. Le problème, c'est que la plupart du temps, vous allez avoir du mal à la mettre en place ou en tout cas à la lire d'une manière claire et visible pour vous permettre de prendre des décisions éclairées. Et vraiment, nous, le CRM, c'est quelque chose qui centralise, qui organise et qui vous permet en fait un peu de lever un voile sur votre entreprise, surtout dans une période où ça s'accélère parce qu'on passe de 1 à 3, donc tout va beaucoup plus vite. Nous, on voit pas mal de cas où il y en a qui sont un peu addicts aux fichiers Excel, ça fonctionne très bien. Mais à partir du moment où, je le disais tout à l'heure, vous allez avoir besoin de courir après le temps, eh bien, un outil comme le CRM peut vous permettre de gagner en efficacité parce qu'il y a de l'automatisation, ça peut vous faire remonter des alertes en disant attention, là, il y a un problème sur cette offre qui n'est pas du tout rentable. Attention, là, vous devriez avoir rentré normalement une quinzaine de ventes, on n'est qu'à 3, donc il va falloir peut-être se concentrer sur certaines choses. Et donc, vraiment, le CRM vous permet de gérer une grande partie de votre entreprise dans la partie vraiment opérationnelle et commerciale et développement de vos activités. Ouais, c'est vraiment indispensable. Moi, je peux témoigner de ça, enfin, pour l'avoir vécu. Je pense, nous, je voulais le commentaire de Christelle qui dit que l'anticipation est la clé, et ça, il y a des entrepreneurs pareil qui aiment bien ne pas anticiper. Moi, je pense que je suis plutôt de team anticipation. Quand on faisait 1 million, on s'est posé, on a écrit le plan en se disant, en fait, on a un truc qui est bien, on peut le développer, et on a écrit le plan pour aller faire plus, et en même temps, voilà, vis-à-vis des équipes et culturellement, on se dit, chaque petit truc qui dans nos quotidiens aujourd'hui nous embête, nous agace dans le fonctionnement, si demain on est 3 fois plus grand ou 5 fois plus grand, ce petit truc, il va devenir aussi 3 fois plus grand, voire 5 fois plus grand, 10 fois plus grand, juste parce que ça va être là tout le temps. Et donc, assez vite, on se dit, il va falloir mettre en place des méthodes, des process bien clairs. Je suis aussi ingé de formation, donc ça aide. Donc, faire des process et de l'organisation. Et ça nous a aidé à avoir quelque chose qui est fluide et savoir ce qu'on fait et améliorer constamment nos méthodes de travail pour qu'on puisse gérer 3 fois plus de clients sans que ça devienne n'importe quoi, qu'on ait des énormes inefficacités dans l'entreprise. Et je pense, et les outils, c'est intéressant, puisqu'on est très, très outils, et c'est vrai que c'est super important. Mais il y a toujours cette étape avant d'aller sur les outils, de se dire, mais c'est quoi mon process, qu'est-ce que je veux faire, et c'est bien de se poser là-dessus. L'avantage des outils en ligne aujourd'hui, c'est qu'ils incorporent plein de bonnes pratiques, et c'est super intéressant rien que de les tester, de voir comment ça fonctionne par rapport à quelqu'un qui est sur un Excel, qui va aller regarder ce qui se fait en ligne. C'est que les outils en ligne vont en fait incorporer les usages et les bonnes pratiques de dizaines de milliers d'utilisateurs. Et donc ça aide à aller plus vite sur ces process, mais c'est important aussi, je pense, de prendre le temps en amont de s'assurer que tout est bien clair avant de sauter le pas de passer sur un outil ou un autre. D'ailleurs, si je peux apporter une petite nuance rapidement, c'est la remarque tout à l'heure que vous avez fait autour des leviers marketing,
qu'il faut faire attention, il faut prioriser, il faut pas en prendre 3, 4, 2, ça suffit. Je pense qu'elle est un peu similaire au niveau des outils. Alors, effectivement, un CRM, ça me paraît clé, mais tout va dépendre des besoins, de la culture digitale de chaque entrepreneur. Parfois, un simple espace Google Workspace ou Microsoft, ça peut largement suffire pour collaborer, échanger, avoir un calendrier partagé. Tout va dépendre du business de la personne. Mais je pense qu'il y a un piège classique dans une phase de croissance, c'est d'empiler des outils au lieu de structurer avec simplicité. Parfois, trop d'outils, ça peut amener de la complexité et donc une perte de temps. C'est vraiment un bon dosage. Et avoir plein d'outils, en effet, dans tous les sens, c'est un problème. Et avoir aussi des outils mal configurés, parce qu'on n'a pas justement fait la partie de process d'Adrien avant, ça sert également à rien et du coup, ça fait des dépenses en plus. Donc, en effet, là, vraiment, la partie de réflexion est clé. Et alors, Adrien a de la chance, il a l'air d'être assez addict au planning, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Donc, c'est vrai qu'il faut faire vraiment attention à ça, en effet. Carrément. Et c'est quoi l'erreur à ce stade? Alors, Mickaël, peut-être prendre trop d'outils, justement, ou Adrien, pas mettre les process, mais au-delà de ça, quelles sont les erreurs les plus fréquentes commises par les dirigeants quand ils passent de 1 à 3? On a déjà dit pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a d'autres erreurs qu'on n'a pas mentionnées? Il y a un secteur, vous savez, qui me tient particulièrement à cœur autour de la restauration et c'est une des erreurs qui vient puisqu'on a malheureusement eu un taux de casse assez élevé dans ce secteur-là récemment. Et très souvent, il y a une erreur commune, c'est puisqu'en fait c'est un secteur où il y a une croissance rapide qui peut être très grisante et un peu dangereuse parfois. Et l'erreur, c'est d'ouvrir trop vite un deuxième établissement sans structuration du premier. Et je pense à un client qu'on a accompagné qui est une enseigne de street food sur Paris, plutôt à succès, qui a dépassé le million de chiffre d'affaires sur son premier restaurant, très rentable, bien rodé, avec une équipe bien fidèle. Et le fondateur décide d'ouvrir un deuxième point de vente, puis un troisième en l'espace de 12 mois. Le problème, c'est qu'il n'avait pas de process formalisé autour des recettes, autour de l'approvisionnement, autour du service. Il avait une équipe encadrante qui n'était pas assez formée, donc c'est lui, le fondateur, qui devait courir sur tous les sites. Donc la qualité baissait, donc les avis clients commençaient à chuter. Le BFR, on évoquait tout à l'heure, il explose avec les embauches et les stocks. Et donc la rentabilité s'effondre. Donc ça, c'est typiquement le vrai problème, c'est de confondre croissance rapide et scalabilité. Voilà. Il a cru que ce qui marchait à 1 restait vrai à 3 sans s'assurer que son modèle était reproductible sans lui. Ouais, je peux rebondir, c'est ce que tu dis là, c'est intéressant parce que donc je pense assez vite quand on s'est dit on peut faire plus, on peut se développer, vu qu'on avait tout planifié, on s'est aussi dit on n'est pas les premiers à passer par là. Et donc c'est intéressant de s'entourer. Samuel, les 2 points que tu remontes là sur la trésor et la qualité, c'est les premiers trucs qui sont sortis quand on a commencé à en parler avec des gens qui étaient déjà passés par là et tout. On dit attention, il y a des boîtes qui grandissent vite, mais la qualité en pâtit, ou il y a des boîtes qui grandissent vite et ça devient très très compliqué en termes de trésorerie et elles sont obligées de redescendre sur les échelles différentes. Et vraiment, je pense qu'il y a ce côté de s'entourer. C'est important. On a eu de la chance de trouver, je pense qu'aujourd'hui, il y a des programmes d'accompagnement comme le réseau Entreprendre, un programme qui s'appelle Ambition, Boost ou Ambition pour des entreprises justement qui veulent se développer. Et ça permet de mettre en place une gouvernance et d'avoir des chefs d'entreprise qui ont déjà passé des belles étapes avant nous, qui sont passés par là. Souvent, c'est intéressant de regarder les gens qui... si l'objectif c'est de faire 3 millions, de trouver des gens qui font 3, 4, 5, mais qui sont à 3 millions depuis pas très longtemps, parce qu'ils viennent de passer ces étapes-là. Et donc c'est encore très frais dans leur tête, parce qu'après les enjeux ils sont encore différents, c'est encore autre chose quand on est beaucoup plus grand. Donc c'est intéressant d'avoir des gens qui vont avoir des conseils qui sont très, très, très pointus là-dessus. Nous, le réseau Entreprendre, on est sur Lyon, il y a Pépite, le Grand 8, il y a des choses organisées par la métropole de Lyon et j'imagine dans d'autres villes de France, il y a aussi des choses. Et ça nous a permis de ne pas faire d'erreur, ce serait faux de dire ça, mais en tout cas, je pense d'en avoir évité un certain nombre.
Ok. Et donc du coup, c'était faire appel et se tourner vers des gens qui sont passés par là, quoi, globalement, ou qui viennent de passer par là, pour reprendre ce que tu disais. Et toi, la manière, parce que c'était un peu la question que j'allais te poser, c'est de te dire, et comment tu les trouves, ces gens-là? Et donc, il y a à la fois des réseaux qui sont faits pour ça, quoi, c'est ce que tu décris. Les Réseaux réseaux ont aidé, nous, c'est ça, qui sont vraiment faits, ils sont faits pour ça, hein, sur les territoires. Un réseau comme Pépite, l'objectif, c'est d'aider des entreprises sur le territoire lyonnais qui ont du potentiel à se développer, à créer de l'emploi. Réseau Entreprendre, hein, c'est la même logique de création d'emplois. Donc, quand on est dans des phases de croissance comme ça, de 1 à 3 millions, on coche complètement les cases pour aller se faire accompagner. Mais de manière générale, moi, l'expérience que j'ai, c'est si je demande de l'aide à un dirigeant ou je vais le contact, je dis c'est génial ce que tu as construit. Là, moi, j'aurais des questions parce qu'en ce moment, on a des sujets, justement, j'ai l'impression que vous avez super bien géré de votre côté. Est-ce que tu as 30 minutes pour un café? Ouais, j'ai rarement quelqu'un qui me dit non en face, hein. Donc, je pense qu'il y a une solidarité de base, il y a des associations qui aident. Mais ça vaut le coup de sortir de chez soi et même si on n'a pas de réseau, de contacter des gens sur LinkedIn et de tenter le coup. Ok, ouais, c'est bien précieux de demander à ses pairs et à des réseaux autour. Donc du coup, ouais. Top. Florence, est-ce que tu avais d'autres points, toi, de ton côté aussi? Non, je pense que c'est les erreurs qui reviennent le plus souvent ont bien été énoncées. Et voilà, c'est vrai que s'entourer, se renseigner, pas aller trop vite, on a envie d'y aller, mais il faut prendre un peu de temps. Ok. Top. Si on se parle maintenant, et Mickaël et Adrien, vous commenciez à l'évoquer, l'un des enjeux, ça va être de financer cette évolution par le développement de son CA et de son activité, mais aussi potentiellement par des financements. C'est quoi les financements qui existent? Alors, on va parler de BPI, mais de manière plus générale, et comment on peut faire financer sa croissance justement aujourd'hui? Mickaël, si tu veux. Ouais, bien sûr. Alors sur effectivement, pour les dispositifs d'accompagnement de la croissance, il y en a deux, hein, autour du financement et de l'accompagnement pur. Sur des financements, c'est des crédits, c'est des prêts, c'est de la garantie. Sur la partie accompagnement, ça va être des diagnostics, des formations, des mises en réseau, un petit peu ce que évoquait Adrien tout à l'heure avec Réseau Entreprendre ou d'autres services. Et je crois avoir vu dans le chat que certains ont développé des dispositifs d'accompagnement 100% financés par BPI. Je ne sais pas si c'est le moment de l'évoquer, Sébastien, et si tu m'autorises à mettre un lien dans le chat autour de notre plateforme Flash. Vas-y. Allez, je me lance. Donc c'est une plateforme qu'on a lancée il y a quelques temps, qui s'appelle Flash BPI France. Je vous invite à voir si vous êtes éligible ou pas. C'est pour obtenir c'est une plateforme dédiée aux petites entreprises pour offrir des financements rapides sous 3 semaines et surtout sans garantie. Donc aucune saisie sur les actifs des dirigeants pour financer divers projets de développement. Ça va des montants de 5 000 à 75 000 euros sur une durée de 3 à 7 ans avec une possibilité d'avoir 2 ans de différé. Les taux sont à partir de 3,09%, je crois, dernièrement. Ils sont actualisés tous les mois. Donc, je vous invite à consulter le site. Ça peut être un des dispositifs. Pour parler d'autres, il y a des dispositifs de garantie bancaire. C'est un mécanisme pour lequel la banque, que ce soit BPI France ou d'autres acteurs, en tout cas que BPI France va se porter garant d'une partie de votre prêt accordé par une banque à votre entreprise. Concrètement, si votre entreprise ne peut pas rembourser, BPI France va rembourser une partie du prêt à la banque. Donc ça peut être aussi un des leviers. Et sur les programmes d'accélération et de mise en relation, c'est des programmes collectifs avec d'autres entrepreneurs où il y a du coaching individuel, des diagnostics sur mesure. Et c'est utile parce que le passage de 1 à 3 millions, c'est souvent le moment où le dirigeant, il a la tête dans le guidon. Il doit passer d'une logique très intuitive à une logique plus stratégie structurée. Et souvent, il y a la solitude de l'entrepreneur. Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul pour prendre ce genre de décision. Vous, Adrien, vous avez fait appel, tu évoquais déjà la deuxième partie sur la partie accompagnement, mise en réseau, etc. Est-ce que nous, on a commencé à faire, on a fait du financement, on n'avait jamais fait avant de faire 1 million de CA. On a commencé à ce moment-là, on s'est dit, alors les taux étaient très bas à ce moment-là aussi, donc les gens autour de nous qui nous disaient de pas faire de financement en ce moment, ce serait une faute de gestion. Donc, on allait faire du financement. Mais je sais pas si c'est a posteriori, je sais pas si c'était complètement juste, c'est mon conseil, mais c'est vrai que quand l'argent était
pas cher entre guillemets. Après, il faut bien l'utiliser aussi. Nous, on s'est fait financer par notre banque, par la BPI sur des programmes d'innovation, donc sur tout ce qui est après le développement de notre logiciel ou autre, on a pu avoir des prêts particuliers qui nous permettent de faire de l'innovation ou des prêts liés à la croissance. Et là, ça finance plus du BFR, ce qui n'est pas évident au sein des banques, notamment, hein, donc elle tique pas mal. Après, quand l'entreprise a un beau plan de développement, qu'il y a des résultats qui sont là, voilà, c'est pas les mêmes discussions que quand on se lance. Là, je suis en train de lancer un projet, des discussions avec les banques, c'est non, le BFR, jamais de la vie, on ne veut pas en entendre parler. Et d'un autre côté, pourtant, avec nos Camino, du financement de BFR, on en a déjà fait plusieurs fois. Alors, pareil, hein, depuis quelques années, c'est un peu plus difficile qu'il y a 4-5 ans. Et donc, je pense que c'est intéressant de s'appuyer sur ces outils-là de financement. Clairement, ça peut aider. Et il y a des business où il y a absolument besoin d'y aller. Nous, on est sur un métier où il y avait besoin d'innover, de développer des choses. Enfin, il y a des opportunités. Donc, ça nous a permis d'aller plus vite. Et après, je pense qu'il faut toujours faire très attention. Ça reste de la dette, il n'y a pas de solution miracle. Hein, on ne va pas nous donner des sous pour aller développer l'entreprise. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut rembourser à un moment. Il faut aussi être bien sûr de ses fondamentaux, notamment quand c'est des sujets de BFR ou autres. Et donc, nous, on a pu investir sur le développement du BFR où c'était de la croissance, développement marketing commercial. Si derrière ça rentre pas, il faut la rembourser la dette. Donc faut être sûr de ses fondamentaux, quoi. Voilà, mais c'est un beau levier et on ne serait pas allé aussi vite qu'on l'a fait sans le financement de BPI et de nos banques. Ok. Peut-être une question de Florent, je vais l'afficher à l'écran, qui disait, dans le cadre d'une levée de fonds, est-ce que, du coup, vous le considérez comme une forme de financement et faire face à un besoin de trésorerie? Est-ce que vous êtes passé ou est-ce que vous avez des retours d'expérience sur des levées de fonds justement et comment vous le percevez aujourd'hui? Moi, je peux donner mon avis. Michael a sans doute beaucoup plus travaillé le sujet. Mais nous, on n'a pas levé de fonds. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a fait. C'est quelque chose qu'on a pu étudier à certains moments. Et je pense que ça peut être une solution. Mais si vous arrivez à vous développer et faire financer autrement que par une levée de fonds à travers des prêts bancaires, BPI et tout, votre croissance, à mon sens, vaut mieux ne pas faire la levée de fonds et rester maître du bateau. C'est pas par soif de contrôle, de pouvoir et tout ça. Je pense que c'est aussi une histoire d'indépendance. Aujourd'hui, chez nos Camino, on est indépendant et donc les décisions qui sont prises en entreprise, elles sont prises au sein de l'entreprise par les collaborateurs et par les fondateurs de l'entreprise. Et parce que lever des fonds, c'est forcément aussi rajouter des gens dans le bateau. Et ces personnes-là, elles vont pas toujours dans la même direction. Donc, il y a des secteurs d'activité, il y a des entreprises où je sais que c'est pas possible sans ces fonds externes. Donc, il faut y aller. Mais donc, si vous avez le choix, en tout cas, étudiez bien la piste autofinancée. C'est clair qu'une levée de fonds, c'est aussi, par définition financière, une cession de part du capital aux investisseurs. Donc, on va perdre sa liberté, prendre des décisions à plusieurs, c'est toujours plus complexe. Ça peut être une solution, mais peut-être avant, il y a des solutions moins... pour moi, c'est une solution si on a envie d'accélérer, de mettre un vrai coup d'accélérateur. On est sûr de son besoin, on croit à fond dans son projet. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut y aller et s'ouvrir à l'externe. Maintenant, une solution de financement peut être aussi un élément pour pouvoir grandir et peut-être être plus en mesure de contrôler sa croissance. Ok, très clair. Très clair. Ce que je vous propose, c'est de faire à ce stade une micro pause. Je vais juste vous partager un petit lien vers l'enquête de satisfaction dont je vous parlais tout à l'heure.
Hop, ça va s'afficher en bas à gauche de votre écran. Donc, remplissez cette enquête parce que, encore une fois, ça vous permet de donner votre avis et à nous de le recevoir et de nous améliorer. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis, ça vous permet d'avoir accès à plein de bons plans qui sont gratuits ou qui, en tout cas, vous permettent d'avancer. Et puis, au final, ça vous permettra aussi d'avoir un résumé de tout ce qu'on s'est raconté cette semaine, donc une mine d'infos. Donc, je vous incite plus que jamais à répondre à ce petit questionnaire. Ça va aller assez vite. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à d'autres questions dans la foulée. Hop, je vais les regarder. Celle qui a eu le plus de votes, ça tombe bien, on y a répondu. Hop, je vais classer ça par nombre de votes. Elles sont très techniques, hein, les questions. Oui, il y a certaines questions qui sont assez techniques, en effet. Ouais. Je vais commencer par une question pas trop technique, pour le coup, mais ô combien importante, c'est de se dire à quel moment on passe de la phase de stagiaire à CDI. Je ne sais pas si, les uns les autres, vous avez un point de vue ou peut-être finalement, c'est vrai que c'est une question que je pense qu'on s'est tous posé, de se dire, est-ce que là, au stade où on en est, est-ce que je prends quelqu'un en stage ou en alternance? Est-ce que je prends quelqu'un en CDI? Comment on fait ce choix-là? Voir 2 alternants plutôt qu'un CDI, etc., etc. Je laisse les entrepreneurs parler, hein, pour le coup. Tu pourrais répondre, Sébastien. Si, mais on a eu des armées de stagiaires chez nous, Camino, par période. Aujourd'hui, en ce moment, beaucoup moins. Je pense aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur l'alternance, le nombre de formations, il y a un côté où un alternant, c'est presque un junior. On a assez peu de juniors en entreprise. On trouve que c'est difficile de recruter des juniors. On va préférer parfois prendre un alternant. On va trouver des gens qui ont des niveaux de compétences, surtout sur le digital. Il y a des gens qui ont déjà qui ont des portfolios, qui font du freelance, qui ont des très bons niveaux. Alors, c'est notre cas particulier. Les entrepreneurs dans le BTP vont avoir leur expérience à eux et les gens ont peut-être moins de portfolios où c'est différent. Mais donc, on va avoir des alternants qui sont très bons et qui sont en fait comme des profils juniors. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une solution idéale. Ce qu'il faut, c'est voir le travail que vous avez à faire. Est-ce que vous avez besoin de juniors pour faire des choses ou est-ce que vous avez besoin de senioriser vos équipes? C'est clair que senioriser, ça apporte de la valeur, mais un senior, il faut aussi avoir de quoi le nourrir en termes de travail, de complexité ou de challenge dans le travail. Donc je pense que ça se fait assez différemment. Hein. Je connais des entreprises qui sont 20 et qui n'ont jamais fait appel à un stagiaire ou quasiment pas, parce qu'ils ont besoin de consultants, seniors, etc. Et d'autres qui peuvent avoir 3 fois plus de stagiaires que de CDI à certains stades. Voilà. Faut pas avoir peur de prendre des stagiaires ou se dire tiens, ce serait mieux avec des CDI. Il faut juste réfléchir à ce qui est le mieux pour vous à un moment donné, à mon sens. Ok, très clair. Une question de Lassen pour une jeune entreprise avec qui et comment se poser pour construire justement ce dont on parle depuis tout à l'heure, un plan de trésorerie, le BFR, etc., etc. C'est qui? C'est notre comptable? C'est un coach? C'est un fiscaliste? C'est encore autre chose? Avec qui on parle? J'imagine que le comptable, tout dépend de la relation qu'on a avec, mais aujourd'hui, c'est pas juste quelqu'un qui va fournir des bilans, qui va fournir toutes les données bilancielles dans le cadre de vos demandes de financement ou autres. C'est aujourd'hui un métier de conseil. Donc effectivement, nous maintenant chez BPI France, on a des offres d'accompagnement pour passer à l'étape supérieure. Maintenant, tout va dépendre de la taille de l'entreprise et peut-être que l'offre peut être complètement disproportionnée par rapport aux vrais besoins. Donc, si jamais ça l'intéresse, là, c'est Lassen qui peut aller regarder sur nos différentes offres d'accompagnement sur notre site BPI France. Mais je pense qu'à un premier niveau, l'expert comptable donne d'excellents conseils, voire même son banquier. Pas hésiter aussi J'ai vu une étude récemment que je crois qu'on arrivait en 3e position. C'était d'abord l'expert comptable qui était sollicité.
alors qu'en vrai, le banquier a aussi d'excellentes remarques, d'excellents conseils à donner aussi aux dirigeants. La réponse, il y a David qui, dans le chat, dit qu'on l'appel au conseil n'est pas un réflexe sur les TPE-PME. Je suis assez d'accord avec ça, alors parce qu'on propose du conseil en stratégie digitale aussi, si je ne l'ai pas déjà dit. Mais aussi, nous, quand on a passé ce cap, on s'est fait accompagner par quelqu'un qui faisait du coaching et qui était externe et qui nous a aidé à restructurer. Moi, je ne suis pas financier de base, mais aujourd'hui, tout ça, je le fais. J'ai appris à le faire. Et je pense que c'est important de savoir faire son business plan, d'écrire, enfin de maîtriser suffisamment. Mais il y a un moment où, parce que mes associés avaient besoin d'être rassurés sur ma capacité de faire tout ça aussi. Donc ils se sont dit que ce serait bien qu'on se fasse accompagner, ils avaient bien raison. Et donc on a quelqu'un qui est venu tout mettre au carré. Et moi, sur les années qui ont suivi, cette personne-là m'a aidé à aller voir les banques la première fois. Et sur les années suivantes, j'ai pu le gérer par moi-même en utilisant ce qui avait été construit avec cette personne-là. Voilà, qui était un coach, consultant, ancien dirigeant, donc qui avait beaucoup plus de background financier que moi. Super clair. Peut-être juste alors cette fois, c'est pas une question qui est dans l'onglet questions, mais c'était plus des remarques dans le chat. Florence, il y avait une question sur les CRM et notamment de savoir si, finalement, les différentes fonctionnalités d'un CRM, vous côté Zoho, c'est quoi les fonctionnalités clés qu'il peut y avoir pour Comment un utiliser un dirigeant? CRM? Ok. Ouais. En fait, je pense que l'important, ça va être Question un peu déjà large, mais il y en a un peu dans tous les sens, mais c'est ça, c'est que déjà l'avantage d'un CRM, c'est qu'il va se greffer sur vous, le modèle de votre entreprise. C'est pas un CRM, il faut faire absolument respecter ce que vous dit le CRM, c'est vous qui allez en fait le rendre un peu modulable et le personnaliser selon vos besoins. Le premier, ça va être, on en a déjà pas mal parlé, mais ça va être de rassembler toutes vos données. Donc, par exemple, si jamais vous êtes disponible par email, sur votre formulaire web ou juste sur WhatsApp, vous allez devoir un peu rassembler toutes les données sur le CRM. Il y a une partie après d'organisation des différentes données, parce que vous avez peut-être des process différents selon les produits que vous vendez, selon la région dans laquelle vous êtes présent ou ainsi de suite. Et après, ce qui généralement fonctionne bien, c'est la partie d'automatisation. Vous allez pouvoir, je dis n'importe quoi, mais lorsqu'un client vous trouve sur votre site internet et qui remplit le formulaire parce que voilà, il a besoin de quelqu'un pour faire la rénovation de sa maison, et ben là directement vous allez avoir un rendez-vous qui va se créer dans votre agenda, que vous allez en plus, pourquoi pas, envoyer un mail automatique avec vos différents tarifs, avec vos différentes réalisations et ainsi de suite. Et donc en fait, le but c'est vraiment de vous enlever une épine du pied. Grâce à différentes fonctionnalités. À nouveau, on faut pas tout faire d'un coup, ça on en a aussi parlé, mais donc il y a vraiment une partie de rassembler les données, les organiser, automatiser et ensuite analyser, parce que vous allez pouvoir créer pas mal de tableaux de bord, de vues, un peu pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et ça, donc soit vous avez des templates, qui existent dans tous les CRM, soit vous allez les créer vous-même. Et en fait, un CRM, ça peut faire un peu peur quand on n'a pas cette appétence numérique, mais moi, je suis pas ingénieur comme Adrien, j'ai fait du marketing et je peux faire très simplement un tableau, c'est du glisser-déposer où je dis je veux mon offre de client qui est en Poitou-Charentes et qui a acheté ce produit. Bah là, directement, je vais avoir accès en un clic à tous ces rapports et qui sont évidemment actualisés en temps réel. On en a assez parlé de comprendre ce qui se passe dans son entreprise et c'est là qu'un CRM peut vraiment vous aider. Et pour ceux qui seraient peut-être intéressés de tester, on a du coup une offre avec cette table ronde que je vais mettre dans le chat. On vous offre 100 € pour tester notre CRM. Je vous mets ça là. Ça marche, ouais. Mais il y a Béatrice qui disait ça m'intéresse vraiment. Du coup, Béatrice, vous serez peut-être intéressée par le lien de Florence et peut-être que d'autres personnes sont concernées aussi. Si je passe à d'autres questions. Il y avait une question alors, qui s'adresse plutôt à toi, Michael. Je pense l'accompagnement RSE est-il bien éligible aux offres de financement par prêt de transformation écologique dans les DOM-TOM aussi? Est-ce que c'est le cas? C'est spécifique comme question, mais... Exactement, très technique. Oui, c'est bien éligible. Alors nous, ce sont des prêts non affectés. Il n'y a pas de demande de justificatif. Voilà, quant à la nature du dispositif.
globalement, effectivement, si c'est en lien avec un financement de transformation écologique, il faut qu'il y ait un lien avec la transition verte. Mais l'accompagnement RSE en fait totalement partie. Voilà. Et bien évidemment dans nos dom-tom, bien sûr. Et alors juste petite particularité, je prends juste 30 secondes parce que le prêt flash, c'est un financement, mais en fait on n'est pas là pour remplacer les banques de place, donc c'est ce qu'on appelle un cofinancement. On vient en financement partagé. Je m'explique, lorsque vous avez déposé une demande de financement sur la plateforme, il faut que vous ayez déjà une dette, vous ayez un emprunt bancaire en cours, et nous, on vient tripler la mise de départ. Par exemple, il vous reste 10 000 euros d'encours restant sur votre tableau d'amortissement. Vous êtes éligible à hauteur de 20 000 euros sur la plateforme BPI France Flash. Voilà, on vient effectivement pour chaque euro que vous avez en dette, on vient doubler et vous allez pouvoir bénéficier de ce dispositif. Ok, très clair, très clair. Je crois qu'on a fait le tour d'à peu près toutes les questions, si je ne me trompe pas. Il y avait juste un point ici. Est-ce que vous avez un dernier mot les uns les autres pour le mot de la fin? Je vous laisse le mot de la fin. Je ne sais pas qui veut commencer pour un dernier micro tour de table avec le mot de la fin. C'est dur ça comme exercice. Ouais, écoutez, surtout que en plus je crois que j'ai une réunion qui commence dans 5 minutes, donc je me dépêche. Mais effectivement, non, mot de la fin, c'est un moment charnière, hein, le passage du cap de 1 à 3 millions. C'est là où tout va s'accélérer, où il faut se structurer sans se perdre, ce qu'on s'est dit depuis le début. Donc c'est pas simple, c'est clair, mais c'est passionnant. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Nous, chez BPI France, on est vraiment là pour vous accompagner, vous challenger parfois, mais en tout cas, on est vraiment là pour vous aider à avancer. Donc voilà, continuez à oser, à tester, à construire, et on sera là pour vous accompagner. Moi, je dirais que c'est en effet une superbe aventure, pardon Adrien, que c'est une superbe aventure et que n'hésitez pas à poser des questions autour de vous. Il y a plein de personnes qui l'ont fait, il y a d'autres personnes qui sont en train de le faire. Et vraiment la partie réseau, la partie échange, parfois on se dit qu'on n'a pas le temps parce qu'on est un peu à fond dans son quotidien, mais vraiment prendre du recul, poser des questions et être sûr de comprendre vraiment ce qui se passe chez vous et chez les autres. Voilà, prendre le temps et avoir un bon réseau. Vous avez déjà tout dit, mais je partage l'aventure. C'est un vrai choix, en tout cas, de se dire, tiens, est-ce que je veux rester sur mon activité comme je suis tranquille, ou je veux aller chercher ce défi-là. Et je pense qu'on apprend énormément de choses en chemin. Moi, quand on grandit assez vite, là, je change mon rôle, il changeait tous les 6 mois. Je comme ça, tous les 6 mois, c'est comme si j'avais un nouveau travail et c'était un gros challenge, super intéressant. Donc si vous avez envie de ça, en tout cas, il y a plein de gens pour vous aider, et n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou autre, et je répondrai avec plaisir. Eh bien top, merci beaucoup à tous les trois. Je vois que Michel, Sylvie et Emen notamment vous remercient également pour cette session. C'était bien riche. Je vous laisse, si vous le souhaitez, mettre vos contacts ou liens de nouveau. Et quant à moi, je vous ai laissé de nouveau le lien vers l'enquête de satisfaction et vers mon LinkedIn si vous avez des questions, des problématiques pour vous connecter à Cap ou pas Cap, ou mieux des sujets où vous avez besoin de réponses liées au numérique. N'hésitez pas, on est bien dispo pour tout ça. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine session de la vision à l'action. On va parler aussi IA vendredi, on va parler plutôt RH et comment s'entourer mercredi, je ne le fais pas dans le bon ordre, et on va parler jeudi sur des sujets de pilotage d'entreprise, notamment financier, pour entrer encore plus dans les éléments dont on s'est parlé. Bref, une belle semaine qui nous attend. Je vous souhaite une belle semaine à tous. À demain pour certains. Et puis merci mille fois Florence, Mickaël, Adrien, et à très vite. Merci pour l'invitation. Salut. Merci Sébastien, merci bon tout le monde. lundi. Bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Bye bye.